J'ai dit, mince, n'avons rien. En un demi-siècle, la France a perdu la moitié de ses usines. Ce sont des choix politiques qui ont été faits. L'idéologie dominante était néolibérale. Nous aimerions augmenter les intérêts des actionnaires privés. Au fond, on a constaté qu'on avait fait fausse route. On va aller l'acheter en Chine. Qui a tué l'industrie française? Ils ont construit la France. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Et je me pose sincèrement la question, comment avons-nous pu laisser mourir des géants pareils? Quand j'ai monté les vidéos sur Berlier, sur Poquelin, puis sur Richer, je ne pensais pas être rattrapé comme ça, mais une vraie nostalgie m'a frappé. Une nostalgie et une amère frustration qui venaient du cœur. Et ce qui m'a surpris, c'est que vous l'avez ressenti aussi. Dans les commentaires, c'était clair. Pour beaucoup d'entre vous, oui, c'était mieux avant. Oui, je sais que cette phrase peut paraître lourde et presque politique par les temps qui courent, mais honnêtement, je ne peux pas dire autrement. Quand on regarde ce que ces marques représentaient, c'est difficile de penser le contraire. Tous ces grands noms, Berlier, Poquelin, Richer, Willem, SFV, Someka, la liste est si longue, tous n'étaient pas juste des logos sur des machines, c'étaient des symboles, du savoir-faire pur, de l'audace. Des décennies où des usines entières faisaient vivre des villes, des familles et parfois même des régions. Ces marques ont créé des moteurs, des camions, des pelles, des grues, des engins agricoles ou forestiers qui ont marqué le monde, littéralement. Et pourtant, année après année, beaucoup ont été rachetés, fusionnés, abandonnés ou simplement effacés. Parfois à cause de décisions stratégiques hasardeuses, parfois à cause de choix politiques mal assumés, parfois parce que la mondialisation a balayé ceux qui tenaient encore debout. Cette remarque ne se limite pas qu'à notre champ, le BTP, le forestier, l'automobile ou l'agricole, mais concerne aussi l'armement, le spatial, l'alimentation et bien d'autres domaines. Dans cette vidéo, on va prendre le temps, marque par marque, de vous exposer surtout comment elles ont disparu et pour finir ce qu'elles auraient pu être dans le monde actuel. Installez-vous bien et suivez l'histoire d'un pays qui a su bâtir des géants et qui, parfois, les a laissés s'éteindre. N'oubliez pas de vous abonner afin de poursuivre cette route avec BTP Power. Et mettez vos suggestions de contenu que vous souhaitez voir sur la chaîne, ainsi que les marques dont vous avez la nostalgie et qui, selon vous, auraient dû résister aux affres du temps. La fin de Berlier, histoire vraie d'une disparition annoncée. La fin de Berlier ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est étalée sur plus d'une décennie, par petites couches, presque en silence. Tout commence à la fin des années 1960. Berlier est alors un géant. Des camions partout dans le monde, des modèles militaires réputés incassables et une usine à Vénissieux qui fait vivre des milliers de familles. Mais en 1967, première secousse. La marque est rachetée par Citroën, elle-même sous le contrôle du groupe Michelin. Le but était de créer un grand ensemble industriel automobile, mais ce mariage va surtout réduire l'autonomie de Berlier. Puis vient le choc pétrolier de 1973. Les ventes de camions chutent, les coûts explosent et Citroën, déjà en difficulté, est au bord du gouffre. Michelin décide donc de se débarrasser des branches jugées non essentielles. Berlier en fait partie. C'est dans ce contexte qu'en 1974, Renault rachète Berlier. Ce n'est pas encore la fin, mais la dernière ligne droite commence. Renault possède déjà Saviem, un autre constructeur de poids lourds. La logique industrielle s'impose. Deux marques françaises qui se concurrencent entre elles, ce n'est pas viable. En 1978, Renault décide donc de fusionner Berlier et Saviem pour créer une entité unique, Renault Véhicule Industriel, RVI. Et 2 ans plus tard, en 1980, la sentence tombe. La marque Berlier disparaît officiellement, le nom n'apparaît plus sur aucun camion, le badge au chevron stylisé est remplacé par le losange Renault. L'âme Berlier vivra encore quelques années dans les lignes de production, mais la marque, elle, est morte. Alors, qui sont les responsables de cette disparition ? Il faut être honnête, personne n'a détruit Berlier d'un seul coup. La responsabilité est partagée. D'abord, les difficultés de Citroën, qui entraînent Berlier dans sa chute. Ensuite, la stratégie industrielle de Renault, qui privilégie la rationalisation et la disparition des doublons. Enfin, un contexte économique mondial très dur. Concurrence étrangère, augmentation des coûts, marché du camion en mutation. Berlier n'a pas disparu parce qu'elle produisait mal. Elle a disparu parce que les groupes qui la contrôlaient avaient d'autres priorités. Alors, quel est le rôle des gouvernements dans tout ça ? Sauvetage ou abandon ? Le rôle de l'État dans cette histoire est paradoxal.
Quand Renault rachète Berliet en 1974, il faut rappeler que Renault est alors une entreprise publique. Donc oui, l'État intervient. Mais intervient-il pour sauver la marque ou juste pour sauver l'emploi ? En réalité, l'intervention de l'État est salvatrice pour les emplois, mais pas pour la marque elle-même. Le gouvernement de l'époque cherche la stabilité, la concentration industrielle, la création d'un champion national du camion. Sauver 2 marques, 2 réseaux commerciaux, 2 identités différentes, ce n'était pas la priorité. L'État fait un choix rationnel, regrouper Saviem plus Berliet sous un même nom, pour renforcer Renault. Mais ce choix industriellement logique a été désastreux pour l'identité Berliet. En résumé, le rôle de l'État a été protecteur socialement, mais destructeur symboliquement. Berliet n'a pas été condamnée par la mauvaise qualité, elle a été absorbée au nom de la rationalisation industrielle. La fin de Poquelin, l'agonie d'un géant français. Poquelin, c'est l'une de ces marques qui ont littéralement façonné les chantiers de France. Les pelles rouges, les TY45, les innovations hydrauliques. Tout ça a marqué une époque. Mais à partir des années 70, le vent tourne. D'abord, il y a le choc pétrolier. Les coûts explosent, les commandes ralentissent et la concurrence devient plus rude. L'entreprise, qui jusque-là dominait le secteur des pelles hydrauliques, commence à sentir la pression. C'est dans ce contexte difficile qu'en 1977, Poquelin ouvre son capital à l'américain Case, qui prend d'abord 40% des parts. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début du décrochage. Les années passent et Case augmente progressivement sa participation. Les décisions stratégiques ne se prennent plus en Picardie, mais aux États-Unis. L'identité Poquelin s'effrite. Dans les années 1980, les machines ne sont déjà plus totalement françaises. La dernière vraie pelle rouge, produite à la manière Poquelin, sort de l'usine de Crépy en Valois en 1988. C'est un symbole très fort, la fin de la production historique. Ensuite, tout va s'accélérer. Le nom Poquelin disparaît progressivement des engins Case. L'usine historique, qui avait fait vivre toute une région, finit par fermer ses portes en 2003. Ce qu'il reste encore aujourd'hui, c'est la partie hydraulique, redevenue indépendante en 1985, Poquelin Hydraulics, qui existe toujours. Mais la Poquelin des chantiers, elle, est morte. Qui porte la responsabilité ? La première responsabilité, c'est le contexte économique mondial. Le choc pétrolier de 1973-74 avait déjà mis beaucoup d'industriels à genoux, et Poquelin n'a pas été une exception. Pour survivre, il fallait un allié. L'alliance s'est transformée en rachat, puis en absorption. Ensuite, il y a le poids du groupe Case. Leur montée progressive dans le capital a dilué l'indépendance, puis l'identité même de Poquelin. Les décisions stratégiques ont été recentrées aux États-Unis, sans véritable volonté de préserver l'héritage français. Pour Case, Poquelin était une technologie, un savoir-faire hydraulique, pas un symbole national. Enfin, il y a l'inévitable vérité, Poquelin n'était plus assez solide, ni financièrement, ni stratégiquement, pour rester seul face aux géants internationaux. L'acquisition n'était pas un accident, mais une conséquence logique d'un marché qui devenait global. Et les gouvernements dans tout ça, sauveurs ou absents? Soyons clairs, l'État n'a pas détruit Poquelin, mais il n'a pas sauvé Poquelin non plus. À l'époque, il n'y avait pas de véritable politique industrielle protectrice pour l'outillage, les machines de chantier et l'ingénierie mécanique. C'était la période des ouvertures, des marchés libéralisés, des fusions internationales encouragées. La France a laissé faire le marché. Elle a laissé les industriels s'arranger entre eux. Et cette neutralité a coûté cher. Face au rachat progressif par un groupe américain, aucune intervention majeure, aucune protection stratégique, aucune volonté de préserver une industrie qui représentait pourtant un savoir-faire unique. Le rôle du gouvernement n'a donc pas été destructeur, il a été passif. Et parfois, l'absence vaut autant qu'une action. Richier, la chute d'un géant français du BTP. Quand on parle de matériel de chantier, il fut un temps où Richier était un nom qui imposait le respect. Bétonnière, rouleau compresseur, pelle à câble nord-est, grue, chargeuse, finisseur, une vraie fierté industrielle française implantée à Charleville-Mézières. Mais comme Berliet, comme Poquelin, Richier n'a pas résisté à la succession des crises et des mauvais propriétaires. Voici la chronologie de la disparition. De 1929 à la fin des années 60, Richier fait partie des poids lourds du matériel de travaux publics en Europe.
À son apogée, l'usine de Charleville-Mézières fait vivre jusqu'à 3500 personnes. Mais à la fin des années 60, les premières vraies secousses apparaissent. Des investissements trop lourds, une concurrence internationale féroce, surtout des nouvelles pelles hydrauliques venues de Caterpillar, JCB ou Komatsu, le modèle Richier, basé sur les pelles à câbles et les machines traditionnelles, commence à perdre du terrain. En 1969, la situation se dégrade à tel point que Richier est absorbé par le groupe Fives-Lille-Caille, lui-même déjà fragile. Ce rachat n'est pas une bouée de sauvetage, c'est plutôt un sursis coûteux. 3 ans plus tard, en 1972, Fives revend Richier à l'américain International Harvestor. C'est bien IH, le constructeur des Farmall, et non Ford, comme on l'entend souvent. À partir de là, les engins sortent avec un double badge, Richier et International. Mais cette nouvelle ère ne s'ouvre pas à la marque. Entre 1972 et 1979, le déclin s'installe lentement mais sûrement. Gamme raccourcie, investissement réduit, transfert de production, Richier perd son identité et sa capacité d'innovation. En 1979, International Harvestor prend une décision qui va sceller le destin de Richier. Le groupe se retire totalement du marché européen des pelles et des chargeuses. Il revend cette branche à Poquelin, qui, ironie du sort, est elle-même au bord de l'abîme à cette époque. Poquelin récupère donc une marque affaiblie, sans capital, sans vision et sans soutien industriel solide. En 1982, après 2 années à tenter de sauver ce qui peut l'être, Poquelin jette l'éponge et prononce la liquidation judiciaire. Richier, tel qu'on l'a connu, disparaît officiellement. Entre 1983 et 1985, une petite survivance subsiste. Quelques rouleaux et pièces détachées sont repris secrètement par Secmafer. Mais cela ne dure pas. Tout s'éteint définitivement au milieu des années 80. Aujourd'hui, ce qu'il reste de ce géant, ce sont quelques bâtiments de l'usine de Charleville-Mézières, devenue une friche industrielle. Le nom Richier, qui a fait vibrer des générations de travailleurs du BTP, appartient désormais à l'histoire. Pourquoi Richier est mort? Les responsabilités. La crise pétrolière de 1973-74 a aggravé les choses, mais Richier était déjà très fragile dès 1968-69. Le passage successif entre des propriétaires qui n'ont jamais voulu investir durablement, Fives, français, mais en difficulté, International Harvester qui n'a vu Richier que comme un moyen de bloquer le marché européen, puis Poquelin qui était déjà en train de couler lui-même. Une concurrence écrasante. Les Japonais, Komatsu, Hitachi et les Anglais, JCB, ont balayé les constructeurs européens moyens sur le segment des pelles hydrauliques. Le rôle des pouvoirs publics. Sauveur ou spectateur. Le constat est le même que pour Poquelin. L'État n'a rien fait. Aucun statut de fleuron stratégique, aucun plan de sauvetage, aucune tentative de recherche d'un repreneur français ou européen. En 1979, les élus ardennais alertent le gouvernement sur la menace qui pèse sur 2000 emplois directs. Réponse officielle, on ne peut pas sauver toutes les entreprises en difficulté. Quand International Harvester cède Richier à Poquelin, puis quand Poquelin liquide, l'État reste passif. Pas de nationalisation temporaire, pas de conditions imposées, rien. L'État n'a pas tué Richier, mais il n'a pas levé le petit doigt pour le maintenir en vie. En conclusion, Richier était une énième victime du déclassement industriel. Il n'est pas mort d'un seul coup, il a été usé, revendu, négligé, puis liquidé en 10 ans. C'est pas seulement une marque de pelles et de rouleaux qui disparaît, c'est tout un bassin d'emploi, un savoir-faire mécanique français, une ville construite autour de son usine. Richier est le parfait symbole de ce que la France a laissé filer dans les années 1970-1980, des industriels solides, rachetés par des groupes étrangers ou par d'autres Français moribonds, sans que aucune volonté politique ne vienne enrayer la machine. Un de plus sur la liste, et malheureusement pas le dernier. Willem, la chute d'un géant français des poids lourds. Quand on parle de camions exceptionnels, il fut un temps où Willem était synonyme de puissance brute. Tracteur routier pour charges extrêmes, modèle saharien 8SA, géant TG capable de tracter jusqu'à 1000 tonnes. Une vraie légende industrielle française ancrée à Nanterre. Mais comme Berlier, comme Poquelin, comme Richier, Willem n'a pas tenu face à la concurrence féroce, aux alliances ratées et à la rationalisation industrielle. Voici comment s'est jouée sa fin.
L'histoire de Willem commence en 1919, quand l'entreprise se lance dans le reconditionnement des Liberty Trucks américains abandonnés après la Première Guerre mondiale. Très vite, l'entreprise passe à la production de ses propres camions et moteurs. Un succès fulgurant. En 1950, l'usine de Nanterre emploie 1240 personnes et produit 70 camions par mois, vendus jusqu'au Mexique et en Iran. Willem devient la référence des véhicules lourds pour le BTP et le désert, avec notamment l'impressionnant W8SA en 1957. Mais à partir de la fin des années 50, les premières alertes apparaissent. La concurrence de Berliet, Unique et Bernard se fait dure. Et surtout, en 1958, la mort de Louis Willem marque un tournant. Les héritiers cherchaient des alliances pour survivre. Une première tentative voit le jour en 1959 avec Unique qui fournit des moteurs pour le célèbre Isoire. L'accord ne dure que 18 mois. Puis vient la grande alliance stratégique. Entre 1962 et 1969, Willem travaille avec l'anglais AEC. L'usine assemble des camions BMC légers et AEC lourds rebadgés Willem AEC ou Willem BMC. Mais les moteurs manquent de puissance, les BMC sont peu fiables et pire encore, une clause contractuelle oblige Willem à continuer à produire malgré les ventes très faibles. C'est l'hémorragie financière. Les effectifs tombent à 150 personnes et l'entreprise doit déménager à Suresnes. En 1971, Willem tente un dernier virage stratégique avec Volvo, un châssis 6.4 équipé d'un moteur de 270 chevaux est présenté au Salon de Paris. Trop tard. La faillite est déclarée la même année. La marque cesse toute production indépendante. En 1971, les droits sont partiellement repris par Pérez et Raymond Paris, un petit industriel français. Grâce à eux, les mythiques TG100, TG200, TG250 et TG300 revivent, équipés de moteurs Cummins, GM, Caterpillar ou Mercedes. Ces monstres pour convoi exceptionnels marquent les années 70. Mais le marché est trop petit. En 1978, PRP dépose le bilan. Les derniers TG sortent de chaîne. En 1982, c'est le constructeur belge MOL qui rachète les licences restantes et en fabrique quelques modèles modifiés. Puis plus rien. Aujourd'hui, Willem n'existe plus que dans les souvenirs. L'usine de Nanterre est devenue une friche reconvertie et seuls quelques passionnés entretiennent encore la mémoire de ces géants roulants. Pourquoi Willem est mort? Les responsabilités. Concurrence et obsolescence. Dès les années 1950, les géants comme Berliet et les Japonais, qui montrent en force, écrasent les petits constructeurs. Willem, trop spécialisé dans les charges extrêmes, peine sur le volume. Alliance foireuse. Unique, trop court. AEC-BMC, moteur défaillant, stock invendu. Pas d'investissement durable, juste des pansements qui aggravent l'endettement. Rachat par PRP. Bien que français, PRP n'a pas les reins assez solides pour un marché global. Le niche des TG, transport hors gabarit, est trop étroit. Et sans soutien, c'est l'échec en 1978. Contexte économique. Pas de choc pétrolier direct ici, contrairement à Richier, mais la globalisation et la concentration des constructeurs français vers Renault, Saviem, laissent les indépendants sur le carreau. Le rôle des pouvoirs publics, sauveur ou spectateur. Le constat est implacable. L'État n'a rien tenté pour Willem malgré son rôle iconique dans les transports lourds et l'export. Aucune intervention en 1970 lors de la faillite. Pas de plan de sauvetage, pas de nationalisation temporaire, contrairement à Berliet, racheté par Renault Public en 1974. Willem n'est pas vu comme un champion national prioritaire. 1971-1978, reprise par PRP sans condition ou aide publique. Le gouvernement Pompidou-Guiscard encourage les alliances privées, mais ignore les niches comme les convois exceptionnels. 1982, rachat belge par MOL, sans blocage ou recherche d'un repreneur français. L'État, focalisé sur l'automobile de masse, Renault, Peugeot, laisse filer un savoir-faire unique en ingénierie lourde. Conclusion, Willem n'est pas tombée d'un bloc. Elle a été minée par des partenariats ratés, une spécialisation trop pointue et l'absence de vision industrielle collective. Ce n'est pas qu'une marque de camion qui s'efface, c'est un pan de l'excellence française en mécanique lourde, des emplois à Nanterre, un héritage saharien et routier. Willem incarne ce que la France a perdu dans les années 1960-1980. Des indépendants robustes, broyés par la globalisation sans filet. Un de plus, et la liste s'allonge.
Quand on parle de mécanisation agricole en France, Someka a été le premier vrai grand nom après-guerre. Les petits 512, 515, les 640, 750 ou 850, ces tracteurs rouges ont labouré des millions d'hectares et équipé toute une génération d'agriculteurs. Mais comme Berlier, Poquelin, Richier ou Willem, Someka a disparu, absorbé, dilué puis effacé. Chronologie de la disparition. Créée en 1951 à Nanterre sous le nom de Société de mécanique de la Seine, Someka est en réalité une filiale à 100% de Fiat Trattori, visant à produire localement les tracteurs Fiat pour contourner les droits de douane. Entre 1953 et 1965, c'est l'âge d'or. Les modèles 18, 25, 26 et les célèbres DA50 font le succès de la marque. En 1964, Someka est numéro 1 des ventes de tracteurs en France, devant Renault Agriculture et International Harvester. De 1965 à 1975, Fiat augmente progressivement sa participation. Le nom Someka reste, mais les logos Fiat apparaissent de plus en plus gros. En 1976, Fiat décide de supprimer définitivement le nom Someka sur les nouveaux modèles. La légende rouge disparaît des calandres. Entre 1977 et 1981, les derniers tracteurs sont encore assemblés à Nanterre, mais sous la marque Fiat. En 1983, l'usine historique ferme définitivement et la production est transférée en Italie. Avec le rachat de Ford New Holland en 1991 et la création de New Holland, les derniers vestiges de la gamme Someka sont recolorés en bleu. Aujourd'hui, le nom Someka survit seulement chez les collectionneurs et l'ancienne usine est devenue un quartier d'affaires. La Fondation du patrimoine Someka entretient toutefois la mémoire de cette marque emblématique. Oui, Irène. Pourquoi Someka est mort? Les responsabilités. Someka n'a jamais été 100% français, c'était une filiale Fiat dès le premier jour. Quand Fiat a voulu rationaliser sa production mondiale, garder deux marques pour le même tracteur n'avait plus de sens. Concentration du marché agricole. Dans les années 1970-80, le nombre de constructeurs de tracteurs chute partout dans le monde. Les petits et moyens disparaissent ou sont avalés, comme International, Massey, Ford ou Fiat. Fiat a choisi l'Italie comme centre de production européen. Coût plus bas, main-d'œuvre qualifiée, aide régionale. La France perd l'assemblage. Aucun plan social ou industriel français pour maintenir une production locale, même symbolique. Le rôle des pouvoirs publics. Sauveur ou absent? L'État n'a rien fait, et n'avait pas vraiment de raison de le faire. Someka était juridiquement une entreprise française, mais tout le monde savait que c'était Fiat derrière. Impossible de bloquer une décision interne d'un groupe privé italien. Contrairement à Renault Agriculture, entreprise publique jusqu'en 1990, Someka n'était pas un champion national à protéger. En 1983, lors de la fermeture de Nanterre, il y a bien de manifestations et des élus qui crient au scandale, mais le gouvernement Mauroy, gauche, ne fait rien. On est en pleine vague de désengagement industriel et de fermeture. Acier, sidérurgie, chantier naval. Un tracteur italien déguisé en français ne pèse pas lourd. L'État n'a pas tué Someka, mais il n'a même pas essayé de la retenir. Conclusion, Someka, l'illusion d'un géant français. Someka n'est pas mort d'un accident. Il a été sacrifié sur l'autel de la rationalisation mondiale de Fiat. Ce n'était pas une marque indépendante qui s'est battue et a perdu. C'était une licence, un habillage français temporaire. Quand l'Italie a repris la main, le masque est tombé. Pourtant, des générations d'agriculteurs français ont cru rouler français avec leur 640 rouge. Et c'est bien ça qui rend cette disparition si amère. Un de plus sur la longue liste des marques qu'on pensait françaises et qui n'étaient déjà plus que des filiales. Société française, Vierzon, la fin d'une légende du tracteur français. De 1878 à 1939, la Société française de matériel agricole est créée à Vierzon, Cher. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle produit batteuses, locomobiles, puis dès 1919-1920, ses premiers tracteurs à essence et à chenilles. Après la guerre, de 1945 à 1955, c'est l'âge d'or, lancement des légendaires modèles HV en 1947, puis des 302, 402 et 551-552 dans les années 1950. En 1955, la SFV est le deuxième constructeur français derrière Renault Agriculture. Son usine de 25 000 m² emploie plus de 2000 salariés. Mais à la fin des années 1950, les difficultés apparaissent. Endettement, retard technologique, certains modèles manquent de prise de force ou de relevage hydraulique, et concurrence croissante de Renault, Massey Harris et des premiers Someka Fiat. En 1959, l'américain Case entre au capital à hauteur de 40%. Les tracteurs portent alors les noms Case Vierzon ou SFV Case,
Par exemple, le 558 devient Case 558. Entre 1960 et 1964, Case monte progressivement à 100%, l'usine de Vierzon ne fait plus que de l'assemblage avec des pièces importées des États-Unis. Les moteurs maison disparaissent définitivement. En 1965, Case décide de recentrer toute sa production européenne sur l'usine de Doncaster en Angleterre. La production à Vierzon cesse, le dernier tracteur sorti étant le Case 559 rouge. L'année suivante, en 1966, l'usine ferme définitivement, entraînant 1800 licenciements. En 1969, les bâtiments sont vendus à la ville de Vierzon, qui y installe un lycée technique avant de procéder à des démolitions partielles. Aujourd'hui, il ne reste presque rien. Quelques murs, une plaque commémorative et le musée de la Société française qui conserve fièrement les derniers exemplaires de ces tracteurs emblématiques. Pourquoi SCV est vraiment mort? Retard technologique. SCV a trop misé sur ses moteurs monocylindres semi-diesel et n'a pas assez investi dans l'hydraulique et la prise de force dans les années 1950. Endettement chronique. Les bénéfices des années 1950 ont été mangés par les salaires et les investissements trop tardifs. Case n'a jamais voulu garder une production française. Dès 1959, l'objectif était d'utiliser la marque Vierzon pour écouler des modèles américains, puis de tout fermer quand ça ne servait plus. Marché trop petit. Un constructeur indépendant de 2000 tracteurs par an ne pouvait plus survivre face à Renault, 10 000 plus, ou aux filiales des géants mondiaux. Le rôle des pouvoirs publics, sauveur ou totalement absent. Entre 1959 et 1965, aucun mécanisme réel de contrôle des investissements étrangers n'existe encore en France. Case rachète la SFV, sans qu'aucune garantie d'emploi ou de maintien de la production ne soit demandée. En 1964-1965, élus locaux et syndicats supplient le gouvernement, Pompidou et Debré à l'époque, d'agir pour sauver l'usine. La réponse est sèche. C'est une entreprise privée, l'État ne peut pas intervenir. Contrairement à Renault Agriculture, soutenue parce qu'elle était liée à la Régie nationale, ou à Berlier rachetée par Renault Public, la SFV est laissée à son sort. Même l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 ne rouvrira jamais le dossier, il est déjà trop tard. Le constat est amer. Sans cadre de protection industrielle et sans volonté politique, un fleuron comme la SFV disparaît malgré sa légitimité historique et l'importance sociale de son usine. L'État n'a pas tué SFV, mais il a regardé Case la fermer sans bouger le petit doigt. SFV était le dernier grand constructeur de tracteurs 100% français et indépendant. Quand il a disparu en 1965, c'est toute une filière qui s'est effacée. Plus aucun tracteur français n'est sorti d'usine sans être une filiale ou une licence étrangère, Renault excepté, jusqu'à son rachat par Claas. Et la liste continue. Hotchkiss, la fin silencieuse d'un nom qui avait tout pour durer. Il y avait une époque où dire Hotchkiss faisait briller les yeux. Voitures de luxe, Jeep sous licence Willys, puis les 4x4 militaires M201 et surtout les camions et cars qui sentaient la qualité française d'avant. Et puis un jour, plus rien. Comment tout s'est effacé? Hotchkiss sort de la guerre en héros. L'usine de Saint-Denis tourne à plein. On fabrique encore des mitrailleuses, on assemble des Jeeps sous licence, on lance des voitures luxueuses et trop chères. Mais dès 1955, ça coince. Les clients ne veulent plus payer le prix d'une Hotchkiss quand une Citroën DS fait mieux pour moins cher. Pour survivre, Hotchkiss se marie avec Brandt. Le nouveau groupe Hotchkiss-Brandt se recentre sur l'armement et les véhicules militaires. Les voitures civiles sont abandonnées. Les camions et cars, eux, continuent un moment. Les PL20, PL25, PL50, les Bocar JH, la gamme est encore là, mais les volumes sont minuscules. Le choc. Peugeot rachète le secteur automobile civil de Hotchkiss-Brandt. Les derniers camions et autocars Hotchkiss sont arrêtés net. L'usine de Saint-Denis passe sous pavillon Peugeot, mais uniquement pour fabriquer des pièces, essentiellement des vilebrequins et des arbres à cames. Le nom Hotchkiss disparaît des calandres. La partie militaire, les Jeep M201, est transférée à la nouvelle entité Hotchkiss-Brandt, qui, elle, finit nationalisée et intégrée à Thomson en 1980. Le dernier lien avec l'automobile est rompu. Les années 70-80, c'est la lente agonie de Saint-Denis. L'usine devient un simple sous-traitant de Peugeot, puis de PSA. Les panneaux Hotchkiss sont démontés. Les machines sont vendues ou ferraillées. PSA ferme définitivement le site. Les bâtiments sont rasés. Là où tournaient les chaînes Hotchkiss, il y a aujourd'hui des immeubles de bureaux et le Stade de France. Le nom Hotchkiss ne survit plus que sur quelques jeeps militaires encore en service dans l'armée française jusqu'en 2000 et chez les collectionneurs. Pourquoi on l'a laissé mourir? Hotchkiss n'est pas disparu parce que ces camions étaient mauvais. Ils étaient même excellents.
Cher, trop bien fini, trop solide pour un marché qui voulait du moins cher et du standardisé. La marque a été victime de son positionnement haut de gamme dans un monde qui n'en voulait plus. Peugeot n'a racheté Hotchkiss que pour récupérer l'outil industriel et les brevets, pas la marque. Ensuite, une fois les usines vidées de leur substance, on a éteint la lumière. L'État, il a regardé ailleurs. Hotchkiss Brandt était à moitié dans l'armement, donc sous la tutelle du ministère de la Défense. Quand Peugeot a voulu le secteur civil, personne n'a dit non. Quand l'usine de Saint-Denis a fermé, personne n'a dit stop. L'État a même encouragé la concentration. Il valait mieux un grand PSA fort qu'un petit Hotchkiss mourant. Conclusion, Hotchkiss, c'est la fin la plus discrète de la liste. Pas de bataille épique, pas de rachat par un étranger qui fait scandale, juste un lent effacement presque poli. Une marque de luxe devenue sous-traitant, puis friche, puis parking du Stade de France. C'est peut-être la disparition la plus triste. Personne n'a pleuré quand c'est arrivé. On a juste tourné la page. Dans cette vidéo, on a exploré plusieurs grandes marques françaises disparues au fil des décennies, souvent à cause de décisions économiques, de rachats ou du manque de soutien des gouvernements successifs. On voit que derrière chaque disparition, il y a souvent un contexte politique et économique qui a façonné le destin de ces entreprises. Et voilà, ce premier épisode sur les grandes marques françaises disparues dans le BTP touche à sa fin. Et croyez-moi, la liste est encore très longue. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais soyez sûrs que d'autres épisodes arrivent pour continuer ce voyage à travers l'histoire industrielle de la France. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans les commentaires, dites-moi quelle marque vous voulez absolument voir dans les prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour continuer à découvrir ensemble ces trésors oubliés du BTP français. Et bien sûr, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater.